Laurent Machureau, qui est le directeur général en charge de l'unité des finances, d'audit, du contrôle de gestion de la région, nous explique un peu la manière qui est celle de votre collectivité pour aller aujourd'hui vis-à-vis des marchés requérir les besoins financiers qui sont les vôtres. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. J'avoue avoir été dans un premier temps surpris et puis ensuite un petit peu déstabilisé lorsque les organisateurs de la conférence m'ont demandé dans le cadre d'une même intervention de vous parler de notre émission verte et obligataire, donc réalisée au mois d'avril pour un montant de 600 millions d'euros, et puis de notre engagement sur les paradis fiscaux. Le premier sujet a fait l'objet d'une conférence à Londres l'an dernier, le sujet plus globalement des émissions vertes et obligataires. Le second, le sujet de notre engagement dans la lutte contre les paradis fiscaux et pour la transparence, a fait l'objet de nombreux débats au sein de longues heures au sein de notre commission des finances, et on m'a dit que tout ça devrait tenir en 12 minutes. Alors je me suis dit que si on posait la question de cette manière, c'est qu'on m'invitait à réfléchir sur les liens et les points communs entre ces deux démarches. Et effectivement, j'en ai trouvé un certain nombre. Le premier, c'est que la région de France, comme ça a été dit à l'instant, la région de France a été relativement pionnière sur ces deux chantiers, a fait école et a suscité un véritable effet d'entraînement. Ensuite, nous avons le souci d'essayer de viser toujours plus haut dans le cadre d'une démarche de progrès que j'essaierai d'illustrer donc en présentant successivement ces deux sujets. Et puis, bien sûr, au cœur de ces deux problématiques, il y a celle de la transparence. Et à travers cette double démarche, nous contribuons au progrès de la transparence, de la finance et de nos financements. Mais bien sûr, et c'est là la différence, dans un cas, s'agissant de l'émission obligataire verte et responsable émise par la région Île-de-France, la transparence est une exigence que nous imposons à nous-mêmes, puisqu'il va falloir donner toute la transparence aux investisseurs sur l'usage que nous faisons des fonds. Les fonds sont fléchés sur un certain nombre de projets ayant un impact significatif en termes environnementaux, sociaux, économiques et de gouvernance. J'y reviendrai bien sûr. A contrario, dans le cadre de notre délibération transparence, c'est une exigence que nous faisons porter sur nos partenaires financiers, à qui nous demandons donc de démontrer qu'ils font tous leurs efforts pour lutter contre les paradis fiscaux, la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale. J'y reviendrai bien sûr. Je vais prendre le parti de mettre l'accent principalement sur notre émission verte et obligataire, mais bien sûr je vous expliquerai comment, dans le cadre de cette émission verte et obligataire, nous avons appliqué la délibération transparence au choix de nos partenaires financiers. Donc, comme je vous le disais, la région Île-de-France a émis au mois d'avril, le 14 avril, une émission verte et obligataire d'un montant de 600 millions d'euros à 12 ans. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que la région Île-de-France émet ce type d'emprunt. La première fois, c'était il y a 2 ans, en 2012, pour un montant de 350 millions d'euros. Donc la région Île-de-France est largement pionnière. Ça avait été un beau succès de marché et ça avait permis une diversification de nos investisseurs. Donc des investisseurs qui nous avaient découvert à l'occasion de cette opération ont continué à contribuer à notre financement les années suivantes. Donc fort de ce succès, nous avons voulu réitérer cette opération cette année. La région Île-de-France a un besoin d'emprunt de l'ordre de entre 700 et 750 millions d'euros annuels. Donc nous étions partis, nous avions proposé au président Huchon d'en financer l'essentiel à travers une grosse émission obligataire, donc verte et responsable, au début du printemps. À l'origine, nous ne partions pas sur un montant de 600 millions d'euros, nous visions plutôt la fourchette 350-500. Voilà, l'idée c'est de faire plus et d'aller plus loin que la fois précédente. La première chose à faire lorsqu'on se livre à ce type d'opération, c'est de démontrer notre crédibilité. D'abord, la crédibilité en tant qu'émetteur, et puis après, bien sûr, la crédibilité de l'opération elle-même, c'est-à-dire la contribution des projets qui seront ainsi financés à nos grands objectifs en faveur du développement durable. S'agissant de la crédibilité de la région Île-de-France en tant qu'émetteur, elle est relativement ancienne, elle a été construite au fil du temps, au fil des délibérations, à travers notamment notre ambition d'être la première région éco-responsable, à travers un grand nombre de dispositifs votés par le Conseil régional
régionales, Agenda 21, stratégie en faveur du développement économique, plan climat, je n'y reviens pas. Le point important, c'est que pour convaincre les investisseurs, cette crédibilité, nous avons jugé bon de la faire reconnaître par des tiers. D'abord en mettant en avant notre notation extra-financière. Donc la région Île-de-France est notée par Vigeo. Et la région Île-de-France est classée 2e parmi les collectivités territoriales d'Europe classées par Vigeo. Donc ça, c'est quand même un message assez fort et assez clair vis-à-vis des investisseurs que nous n'avons pas manqué de valoriser lors du roadshow. Et puis, la région Île-de-France a aussi sollicité l'an dernier une évaluation de sa responsabilité sociétale, selon donc le référentiel ISO 26000. Et ce faisant, elle était aussi la première région française à solliciter une telle évaluation. Donc ces deux démarches ont clairement contribué à renforcer notre crédibilité en tant qu'émetteur pour ceux de nos partenaires qui ne connaîtraient pas suffisamment la région Île-de-France. Ensuite, le point essentiel, c'est de bien assurer la cohérence entre cette émission, les projets que nous finançons dans le cadre de cette émission, et puis une stratégie plus globale en faveur du développement durable. Donc il a fallu démontrer que les projets que nous allions financer dans le cadre de cette émission contribueraient bien à la transition écologique et sociétale et seraient pleinement cohérents avec notre stratégie globale. Le principe de ce type d'émission, c'est donc d'abord la transparence sur l'usage des fonds. Vous demandez aux différents investisseurs de vous prêter des fonds, dites-nous à quoi ils vont servir et donc présentez-nous les projets qui vont être financés dans le cadre de cette émission. Assez logiquement, la région Île-de-France a financé des projets qui relèvent assez naturellement des compétences des régions en France, donc en matière de transport, en matière de construction et de rénovation de lycées, en matière de développement économique, en matière de politique environnementale. Mais au-delà de ces compétences obligatoires, nous avons aussi financé des projets en matière de logement social, en matière de construction ou de rénovation de centres d'hébergement en faveur de personnes âgées, personnes fragiles ou personnes handicapées. Et donc nous avons été en mesure de présenter aux investisseurs la répartition assez précise des fonds suivant ces différents types de projets. Point important et différence avec ce que nous avions fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait, je vous ai dit que c'est une émission verte et responsable. Il y a 2 ans, nous avions en gros un équilibre 50-50 avec des projets environnementaux et des projets sociaux. Cette année, en réfléchissant de manière plus précise aux projets que nous financions et en tenant compte des progrès que nous avions faits quant à la manière dont nous conduisons les projets, nous nous sommes dit que nous pouvions défendre le fait qu'on parlerait plutôt de projets à dominante environnementale d'une part, de projets à dominante sociale d'autre part, mais que chacun des projets qui seraient financés apporterait une contribution positive à l'ensemble des dimensions de notre démarche responsable, donc en matière environnementale, en matière sociale, en matière d'impact économique et en termes de gouvernance. Donc en clair, quand on construit ou qu'on rénove un lycée, on peut penser que l'objectif premier, c'est un objectif social, voire un objectif de développement économique, si on pense que la formation des jeunes d'aujourd'hui, c'est la richesse économique de la région de demain. Mais on le fait bien sûr toujours selon les meilleurs standards environnementaux, donc des normes HQE, voire des objectifs zéro énergie. De la même manière, lorsqu'on construit des infrastructures de transport, on peut penser que l'objectif premier, c'est le report modal et donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc objectif prioritairement environnemental. Mais bien sûr, quand on fait ça, on a le souci d'avoir un impact social, une contribution à la résorption des inégalités, notamment des inégalités Est-Ouest en Île-de-France, le souci de désenclaver certains territoires. On recherche aussi un impact économique à travers la réduction des temps de trajet et donc une augmentation de la productivité des entreprises et puis plus globalement une reconfiguration de l'économie spatiale de la région de France. Il y a bien sûr une forte création d'emplois. Le secteur du bâtiment étant très intensif en facteur travail, ce qui est particulièrement précieux en période de crise et de ralentissement économique. Et il y a le souci de favoriser par exemple l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et ainsi de poursuivre un objectif là aussi de lutte contre les inégalités, dans le cas d'espèce les inégalités devant la santé. Donc vous voyez un peu l'esprit général et pour être plus concret, nous avons défini
avec les partenaires, donc nos partenaires banquiers, mais aussi avec Vigeo, qui nous a aidés dans le cadre de la préparation de cette opération. 11 critères relevant de 4 familles de critères, donc des critères plutôt d'impact environnemental à travers notamment l'éco-conception et le co-management des projets, leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre lorsqu'il était possible de les mesurer, des critères plutôt sociétaux, des critères plutôt d'impact économique et puis des critères de gouvernance. Et on s'est rendu compte que on pouvait être plus exigeant vis-à-vis de nous-mêmes que nous l'avions été il y a 2 ans en prenant l'engagement que chacun des projets financés devrait satisfaire chacun des critères. Donc ça aussi sur le plan méthodologique et en termes de sélectivité, en termes de maille dans la sélection des projets, c'est une élévation très, très sensible du niveau des exigences par rapport à ce que nous avions fait il y a 2 ans. L'autre innovation, c'est le recours à une seconde opinion extérieure. Ça aussi, ça nous a été conseillé par les banquiers au tout début de la préparation de l'opération. Ça semble devenir un standard sur le marché des émissions vertes et obligataires que ce recours à un tiers, donc dans le cas d'espèce Vigeo, mais nous avions fait un appel à concurrence, nous avons sélectionné Vigeo parce que ce sont eux qui ont réussi à nous proposer la méthodologie qui nous a paru la plus convaincante dans un temps limité. Et Vigeo a travaillé avec nous sur le montage du projet, sur le choix des opérations financées, sur la définition des critères de sélection et a pu ainsi donner une seconde opinion indépendante permettant d'assurer aux investisseurs que oui, les projets que nous allions financer étaient bien de nature à avoir la contribution positive dans les différentes dimensions que j'ai mentionnées et que oui, les critères de sélection étaient rigoureux, cohérents et suffisamment stricts pour qu'on ne finance que de très bons projets à travers notre émission. Donc c'est ça en fait, les deux éléments de nouveauté et de progrès par rapport à notre démarche de 2012, cette seconde opinion indépendante et puis cette exigence que chacun des projets devrait satisfaire chacun des critères et ainsi avoir un apport multidimensionnel à la politique globale de la région en faveur du développement durable. Alors, nous avons bien sûr défendu ça devant les investisseurs à l'occasion du roadshow assez riche qui nous a emmenés en Allemagne, à l'occasion duquel nous avons aussi des échanges avec des investisseurs néerlandais, britanniques, suisses, et roadshow qui a préparé le succès donc, de cette opération, puisque lorsque le 14 avril, au matin, nos banquiers conseils ont pris un premier contact avec les investisseurs. Et on s'est rendu compte que la demande serait sans doute supérieure à la fourchette que nous étions fixée, donc 350, 500 millions. Donc on a sorti une forte demande. Et on a pu donc ainsi annoncer qu'on serait plutôt sur le haut de la fourchette en visant un spread par rapport à l'OAT, donc le titre d'État de même maturité, donc l'OAT État avril 2026. On visait un spread de l'ordre de 20 points de base au-dessus de cette OAT d'État. Et les premiers contacts étant positifs, on a pu passer à plutôt 19 plus ou moins 1. Le livre d'ordre a été ouvert sur cette base. Il s'est rempli en une heure et demie avec une demande supérieure à 750 millions d'euros, ce qui nous a conduit premièrement à augmenter le montant de l'émission pour le porter à 600 millions, avec quand même quelques minutes de réflexion pour s'assurer que l'augmentation du montant de l'emprunt ne conduirait pas à une dégradation de la qualité des projets. Donc là, il fallait qu'on s'assure qu'on savait documenter jusqu'à 600 millions de projets qui soient complètement dans les clous des critères que nous étions fixés, ce qui correspond à peu près au tiers des dépenses d'investissement de la région. En gros, 600 millions sur des dépenses d'investissement qui sont de l'ordre de 1,7 milliard. Donc augmentation du montant de l'emprunt et puis possibilité de réduire le spread, puisque on s'est rendu compte que les investisseurs avaient été tellement accrochés par l'opération au moment du roadshow que si on réduisait un petit peu encore le spread, et donc finalement on est sorti à 18 points de base au-dessus de l'OAT de référence, ça n'avait guère d'incidence pour leur appétence pour notre émission. Donc gain financier à la marge, s'agissant des conditions de financement, c'est ces 2 points de base gagnés le jour de l'opération compte tenu du fait que les investisseurs avaient été vraiment accrochés, et puis gain financier aussi en termes de diversification donc avec un grand nombre
d'investisseurs qui nous ont découvert à cette occasion, beaucoup d'assureurs, des fonds de pension et diversification géographique aussi, avec malgré tout encore 3/4 d'investisseurs français, mais 1/4 aussi d'investisseurs étrangers, et notamment des Allemands et des Autrichiens qui ont pris près de 15% de notre émission. Donc pour terminer sur cette émission, ce que ça nous a apporté, c'est ce gain financier dans ces deux dimensions, principalement bien sûr la diversification des investisseurs, mais aussi à la marge un petit gain en termes de possibilité de resserrer le spread, un gain en termes d'image. Parce que quand on se lance dans ce type d'opération, c'est clairement qu'on veut valoriser l'ensemble de l'action de la région en faveur du développement durable. Gain en termes d'image, à vrai dire, aussi bien sur le plan national qu'à l'international. Enfin, le fait que j'ai été invité à en parler aujourd'hui en est un exemple. De la même manière, je vais la semaine prochaine au Canada présenter cette émission aux provinces canadiennes à leur demande. Ils ont été intéressés par l'opération. Et puis, troisième type de gain, le gain que je qualifierais de managérial, parce que quand on se lance dans ce type d'opération, on embarque une grande partie des équipes, puisqu'il faut préparer les projets et l'argumentation sur chacun des projets. Donc ça implique bien sûr la mobilisation de l'ensemble des directions opérationnelles, direction des transports, bien sûr, direction des lycées, direction de l'aménagement, direction chargée des affaires sociales, pour tout ce qui était direction du logement. Donc toutes les équipes ont été associées en amont, et donc bien sûr le succès de l'opération retombe sur l'ensemble des équipes de la région. Donc ça, c'est très important sur le plan managérial. Et puis deuxième type de gain managérial, c'est l'exigence de reporting, puisque on a promis que chaque projet devrait satisfaire chacun des 11 critères. On a promis de s'efforcer autant que possible de donner des indicateurs chiffrés. Donc ce reporting multidimensionnel, il faut le développer. Et donc, en ce sens, ce type d'opération est clairement le catalyseur du progrès et de la généralisation de la démarche de performance que nous avions entrepris de mettre en place, et clairement un facteur de progrès pour le contrôle de gestion. Voilà pour cette opération. Donc, opération dans le cadre de laquelle, bien sûr, nous avons appliqué notre fameuse délibération transparence. Enfin, fameuse, peut-être pas pour chacun d'entre vous ici, mais fameuse en ce sens que là aussi la région était précurseur et la région a fait école. En 2010, la région donc, a adopté une délibération destiné à mettre la pression sur nos partenaires financiers, pression en termes de transparence et pression sur le court terme en termes de transparence et à plus long terme en termes de vertu en matière de présence dans les paradis fiscaux, lutte contre le blanchiment, la fraude fiscale et la corruption. Le dispositif est double. D'une part, dans le cadre de chacun de chacune de nos émissions, lors de la sélection de nos partenaires financiers, nous leur demandons de nous rendre compte de leur présence dans les États et territoires non coopératifs, donc selon la liste publiée, la plus récente, donc publiée par arrêté par l'État, et nous leur demandons de rendre compte de tous les efforts qu'ils entreprennent pour lutter contre corruption, fraude fiscale et blanchiment. Ça, c'est le premier étage du dispositif. Et puis, deuxième étage, là, c'est a posteriori. Tous les établissements financiers qui nous ont aidés sur une année doivent nous faire un reporting pays par pays sur leur activité, donc leurs produits nets bancaires, les effectifs présents, les bénéfices ou le cas échéant les pertes, les impôts payés, les subventions reçues. Ce que vous savez sans doute, c'est que ce type de reporting pays par pays a vocation à devenir une exigence renforcée avec la loi de séparation bancaire adoptée l'été dernier. Désormais, tous les éléments qui sont demandés par la région Île-de-France deviendront obligatoires progressivement. Donc une première tranche cette année, une deuxième tranche l'année prochaine, donc en 2015 pour l'exercice 2014. Et je pense qu'on peut considérer que la délibération de la région Île-de-France, qui avait largement fait école auprès d'un grand nombre de régions, 17 régions, un département, plusieurs villes, a sans doute contribué à la généralisation de la démarche et à cette évolution du cadre
du cadre réglementaire. Et puis, dernier point, nous avons aussi, et là clairement sous la pression de notre commission des finances, essayé de progresser et de faire progresser nos partenaires financiers en termes de lutte contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale, puisque la délibération invitait simplement, enfin obligeait à demander à nos partenaires financiers les efforts qui étaient mis en œuvre, et les élus de la commission des finances trouvaient que les réponses étaient trop laconiques, que c'était purement déclaratif, en clair qu'on n'allait pas les challenger assez, on les poussait pas assez dans leur retranchement, raison pour laquelle nous avons décidé, proposé à la commission des finances qui l'a accepté, d'aller plus loin en termes d'exigence vis-à-vis de ses partenaires financiers, en leur demandant cette fois-ci de ne pas se contenter de nous dire de manière libre ce qu'ils faisaient, mais en annexant à la lettre de consultation un questionnaire avec des éléments assez précis sur les procédures mises en place, notamment ce qu'ils faisaient afin de bien identifier les clients, pour surveiller les flux, respecter les décisions relatives au gel des avoirs, aux embargos, déclarer les soupçons. Donc un questionnaire qui est quand même assez fourni et qui désormais est imposé à nos partenaires financiers. Et lorsque nous choisissons les banques qui nous aident dans le cadre de ces transactions, nous prenons en compte la totalité des critères, la qualité intrinsèque de l'offre sur le plan technique ou financier bien sûr, mais aussi ces éléments en termes de transparence.